Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule vidéo du chapitre 11. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion des équipes de projet. Comme je vous avais dit en début de session, la gestion de projet, oui, c'est un art. On peut apprendre plein de théories pour nous aider à évaluer des risques, bien planifier un projet, bien l'exécuter. Mais ce qui fait la différence dans tout ça, c'est vraiment les humains. Et là, c'est sûr que par la nature de votre travail de session, vous allez moins gérer le travail en équipe. Mais en temps normal, ça aurait été vraiment un gros élément dans le cadre du cours. Et de toute façon, vous en avez une idée parce que des projets en équipe, vous en faites plusieurs, peut-être dans votre vie personnelle, mais au niveau de votre vie scolaire, vous en faites plusieurs. Et c'est rare que c'est totalement parfait, tout ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce qu'on va voir, premièrement, on va voir le modèle de développement des équipes en 5 étapes. On va parler des différents facteurs de conjoncture, là, les facteurs de l'environnement qui vont influencer le développement des équipes. Puis, on va parler des caractéristiques des équipes. Qu'est-ce qu'elles ont, ces équipes-là, pour être performantes? Donc, on a étudié les équipes performantes, puis on s'est dit, c'est quoi les caractéristiques les plus importantes qu'on recherche pour justement arriver à avoir une équipe qui est non pas juste efficace, mais efficiente. Et finalement, on va parler des dangers qui menacent là, les équipes de projet. Le premier point, c'est qu'on est à la recherche, en fait, d'une synergie qui est positive. Ce que ça veut dire, la synergie positive, c'est que c'est une équipe qui est à haut rendement dans laquelle le travail de l'ensemble des personnes va être supérieur à la somme des contributions individuelles de leurs membres. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'une équipe qui a de la synergie positive, c'est égal à 1 plus 1 égale 3 et non pas 1 plus 1 égale 2. Fait qu'une synergie positive, voyez-vous, là, on additionne les 2, 4, 6, 8, 9 personnes dans un groupe, puis ça donne l'équivalent de 10 travailleurs. Tandis que dans une synergie négative, on va peut-être avoir encore 9 travailleurs, mais ça égale l'efficacité de 2 ou même, malheureusement, des fois, moins 2 dans une équipe. Il y a 8 caractéristiques qui vont faire en sorte que les équipes sont très performantes. La première, c'est qu'on dit que l'équipe partage le sentiment d'un but commun et chaque membre est prêt à travailler pour atteindre les objectifs du projet. J'en ai parlé souvent. En matière de leadership, l'élément ultime qui ressort le plus souvent, c'est vraiment sur le sentiment d'un but commun, la mobilisation d'une équipe vers un but commun. Et ça s'est avéré vrai aussi dans les équipes qui sont très performantes. Donc, à la base, d'avoir des gens mobilisés qui comprennent bien l'objectif et qui veulent participer au projet, c'est évidemment à la base du rendement. La deuxième caractéristique, c'est que l'équipe reconnaît les talents et les compétences de chaque membre. Donc, j'ajouterais là, à travers tout ça, une mention de respect. Le but, c'est pas de savoir qui est le meilleur dans l'équipe. Le but, c'est de s'entourer de personnes dans votre équipe qui sont tous meilleurs que vous dans leur champ d'expertise. Puis moi, personnellement, dans ma jeune carrière professionnelle, j'ai eu la chance à un moment donné d'évoluer dans une équipe qui était très performante. Et moi, c'est là que j'ai réalisé ce point-là. J'étais vraiment pleine d'admiration pour le travail de mes collègues. Puis eux, ils étaient en admiration envers mes aptitudes en marketing, en gestion de projet. Moi, j'étais admirative de leur travail pour les opérations ou pour la vente ou pour la comptabilité. Donc, de reconnaître les talents et les compétences de chaque membre, ça met un sentiment de confiance dans l'équipe. Ça réduit le stress en sachant que les tâches qu'on a à accomplir sont entre de bonnes mains. Et aussi, ça nous permet de se retourner vers la bonne personne lorsqu'on a un problème ou qu'on a un mandat à confier à quelqu'un. La troisième caractéristique, c'est que les rôles doivent être bien équilibrés et partagés de façon à ce que ça facilite à la fois l'accomplissement des tâches et le développement de la cohésion
et de la confiance. Donc, c'est en lien avec le deuxième point. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit les deux mêmes personnes qui fassent l'ensemble du travail. Le but, c'est que ce soit vraiment divisé équitablement. Il ne faut pas non plus penser tout le temps diviser en nombre de tâches. Tu sais, souvent, je vous vois les étudiants, vous partagez des travaux de session. Là, vous dites, il y a 20 points, on est 4, bon, on va faire 5 points chacun. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut aussi prendre en compte la complexité de la tâche que chacune des personnes est en charge de faire et aussi l'expertise. Donc, de confier les bonnes tâches aux bonnes personnes, c'est aussi très primordial. La quatrième caractéristique, c'est que l'équipe canalise son énergie vers de la résolution de problèmes plutôt que de dépenser son énergie sur des conflits ou de l'argumentation ou des choses dans lesquelles on n'est pas d'accord. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais s'ostiner. Si c'est fait, je serais bien mal placée pour vous dire ça parce que moi, la première, je sais que j'ai un tempérament plutôt obstineux. Par contre, il ne faut pas que ce soit fait juste dans l'intention de mal faire. Si vous avez des incompréhensions puis que vous manifestez le tout à votre équipe, c'est correct. Si vous remettez une décision en cause dans le but de faire évoluer la discussion, dans le but de parvenir à une meilleure fin, c'est correct aussi. Ici, par contre, on parle de conflits interpersonnels qui n'ont pas lieu d'être. Donc, de déceler un problème dans une équipe, dans la gestion d'un projet, c'est une chose. Mais une équipe qui est performante, c'est une équipe qui va se retrousser les manches et qui va dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème-là? » Et j'en profite pour lancer des fleurs à l'ensemble de mon département d'enseignants. Ben, nous, on a appris comme vous à la télé là, qu'on allait recommencer à donner des cours à distance. C'était pas évident là, de retourner une session complète sur un dissous en très peu de temps. Bien, l'ensemble de l'équipe, même s'il y en a pour qui n'étaient pas à l'aise de faire du web, même s'il y en a qui n'avaient jamais touché à une capsule vidéo de leur vie, même s'il y en a qui avaient des limitations au niveau de leur famille, de leur statut personnel, etc., bien, tout le monde a mis la main à la pâte pour trouver des solutions puis faire en sorte qu'on puisse reprendre les cours avec vous pour que vous puissiez finir votre session. Donc ça, c'est un exemple où on a mis nos intérêts personnels de côté pour vraiment être en mode résolution de problème. Je ne vous dirais pas qu'on n'a pas chiolé un peu, mais une fois qu'on a établi notre chiolage, bien, après ça, on était en mode solution. La cinquième caractéristique, c'est que l'équipe encourage les divergences. Les divergences, là, c'est tout simplement des façons de raisonner, des façons de penser qui sont différentes. Si dans mon équipe de travail, il y avait juste des Roxane, ou juste des Martin, ou juste des Sylvie, ou juste des Myriam, bien, c'est sûr et certain qu'on n'arriverait pas au même résultat. Parce que des fois, mettons, un prof peut émettre une idée, et là, un autre prof vient partager son point de vue qui est différent parce que sa vision de la situation est différente. Et là, ça nous fait comprendre d'une autre façon, d'une autre vision, et ça nous permet d'élaborer davantage à notre résolution de problème. Donc, OK, je n'avais pas vu ça comme ça. Ton argument est bon. Ben, voici tel compromis qu'on pourrait faire. Donc, c'est pas vrai qu'une équipe performante, c'est des personnes pareilles, qui pensent pareil. Une équipe performante, c'est une équipe qui est capable de se challenger, d'émettre des opinions qui sont différentes, tout en demeurant évidemment dans le respect. Puis, une fois qu'on a pris une décision ensemble, bien, que tout le monde se rallie à cette décision-là. Excusez, la sixième caractéristique, c'est pour inciter les membres de l'équipe à prendre des risques et à faire preuve de créativité. On traite les erreurs comme des moyens d'apprendre plutôt que comme des raisons à sévir ou à punir. Ça, c'est pas toujours facile à faire, puis évidemment, ça vient aussi avec la culture de l'entreprise dans laquelle vous allez évoluer. Mais des erreurs, c'est normal d'en faire. Tout le monde en fait des erreurs et c'est sûr, ça dépend de la
la gravité de la chose, là. Je veux dire, si vous acceptez des pots de vin et que là, ça fait en sorte que ça sort au grand public et que l'entreprise pour laquelle vous travaillez fait faillite à cause de ça, on ne te dira pas « Ah, ben apprendre tes erreurs, c'est pas grave ». Ce que je veux dire ici, c'est plus que des erreurs au quotidien, des essais qui n'ont pas fonctionné. Bien, il faut voir ça comme une façon d'apprendre, de s'améliorer et de ne pas avoir peur de les communiquer, ces erreurs-là. Parce que si moi, j'ai fait une erreur et que j'en parle pas à mon équipe, bien, comment voulez-vous que les membres de mon équipe apprennent? Donc, le but, c'est de dire, bien, regardez, moi, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Avez-vous des idées pour améliorer mon processus ou, bien, ne faites pas la même erreur que moi. Suite à mon erreur, moi, je vous recommanderais davantage de faire telle ou telle chose. Donc, c'est plus du partage d'expérience. Au point 7, on dit que les membres de l'équipe se fixent des normes personnelles de rendement élevées et ils s'encouragent à réaliser les objectifs du projet. Au point 1, on a vu l'importance d'avoir un objectif, en fait, commun, un objectif qui est stratégique pour l'ensemble de l'équipe. C'est parfait de l'avoir. Par contre, à travers tout ça, si on veut mobiliser nos troupes, bien, il va falloir que chaque personne y retrouve aussi des objectifs personnels à travers tout ça. Et c'est le rôle du gestionnaire de projet de parler avec chacun des membres de son équipe pour être capable justement de lui établir un plan à travers tout ça. Donc, des fois, ça peut être du développement personnel. On parle beaucoup en ce moment d'intelligence émotionnelle dans les équipes, mais des fois, ça peut être des objectifs quantitatifs aussi. Supposons que la personne qui est en charge des achats dans votre groupe de gestion de projet s'est fixé comme objectif d'aller chercher 2 nouveaux fournisseurs au niveau national et d'établir des meilleures relations d'affaires avec un des fournisseurs. Bien, voyez-vous, il y a des choses là-dedans qui sont quantitatives, il y a d'autres choses là-dedans qui sont qualitatives, mais il reste que la personne qui est aux achats s'est fixé des objectifs personnels et si elle atteint ces objectifs personnels-là, bien, ça va l'aider à atteindre l'objectif commun de l'ensemble de l'équipe de projet. Et finalement, la dernière caractéristique d'une équipe performante, c'est que les membres s'identifient à leur équipe, puis la considèrent comme un important facteur de croissance, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Donc ça, c'est tout le sentiment d'appartenance qui vient dans la gestion d'une équipe. Il faut comprendre qu'en entreprise, la gestion de projet, si vous êtes nommé gestionnaire de projet, vous allez peut-être aller chercher un spécialiste dans le département de comptabilité, un spécialiste dans le domaine des opérations, un spécialiste au marketing, un spécialiste au RH. Bien, ces gens-là, habituellement, ils ne travaillent pas forcément ensemble en équipe. Donc, si vous voulez que votre groupe de travail soit très performant, bien, il va falloir créer ce sentiment d'appartenance-là autour de votre projet pour que les personnes qui proviennent de différents départements bien, se trouvent un port d'attache auprès de leur nouvelle équipe de travail. Ça passe par du team building, par du temps passé ensemble, par la reconnaissance, la mobilisation des gens, reconnaître les petites victoires personnelles et d'équipe. Mais ce sentiment d'appartenance-là, cette cohésion, va être importante pour la performance globale de l'équipe en bout de ligne. Ici, vous avez le modèle de développement des équipes en 5 étapes. La première étape, c'est l'observation. Ça se passe souvent là, au début du projet, donc dans la période d'orientation. Ce qui va se passer dans le groupe, ça va être des essais. On va essayer des choses et on parle de dépendance dans le sens où les gens vont beaucoup dépendre l'un de l'autre. On ne fera pas de manœuvre en solitaire. On va plutôt toujours chercher l'approbation des autres. À la deuxième étape, là, on va voir qu'il va y avoir une réaction sur le plan émotif aux exigences du projet. Et là, va apparaître, entre autres, les conflits au sein du groupe. Donc, quand vous venez de créer
une équipe depuis quelques semaines, puis que là, vous commencez à voir qu'il y a des petits conflits, bien, à quelque part, c'est quasiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre équipe est en train d'évoluer. La troisième étape, c'est la cohésion. Donc là, on est capable, à partir des conflits, de commencer à faire des échanges ouverts de renseignements pertinents. On va s'échanger de l'information sans jugement. Et c'est là, entre autres, qu'on va reconnaître les forces et les faiblesses de chacun, puis les spécialités de chacun. Et ça, ce que ça va faire dans le groupe, c'est que ça va permettre de développer ce qu'on appelle la fameuse cohésion. Lorsqu'on aura atteint cette cohésion-là, on arrive à la quatrième étape d'une équipe, qui est la focalisation. C'est là où les solutions émergent. Donc là, on n'est plus juste en train de dire qu'il y a des problèmes, on a reconnu qu'il y a des problèmes, mais maintenant, on est capable de se mettre ensemble et de trouver des solutions pour passer au travers de tout ça. Et c'est là que dans le groupe, il va y avoir une émergence des rôles fonctionnels de chacun. On va se rendre compte dans le groupe que telle personne est bonne pour faire telle chose. Telle autre personne est bonne pour faire telle autre chose. Et ce n'est pas toujours des compétences qui sont opérationnelles. Des fois, ça peut être des compétences qui sont relationnelles. Si je prends l'équipe de profs au sein du département, on a tous un rôle. On joue tous un rôle dans tout ça. Souvent, lorsqu'on a des questions par rapport au web ou au marketing, aux stratégies de communication, mes collègues se retournent vers moi. Mon collègue Martin, c'est quelqu'un qui est très habile au niveau relationnel pour écouter les points de vue de chaque personne, puis de favoriser, dans le fond, les échanges entre chacun des membres. Mathieu, c'est quelqu'un qui est très habile pour organiser le travail, faire des documents de travail, de suivi. Tu sais, il est très rigoureux. C'est ça, on a vraiment... Pierre a toujours la bonne blague au bon moment pour détendre l'atmosphère, nous faire rire, qui nous demande toujours comment qu'on va. Myriam, elle a un beau réseau de contacts, elle est tout le temps prête à mettre ses contacts pour aider à une solution, puis ils ont une belle cohésion. Les profs de comptabilité, souvent, ils vont se rassembler ensemble quand ils ont des problèmes dans un cours. Fait que voyez-vous, chacun des membres de mon équipe de travail, je suis capable de reconnaître les rôles fonctionnels de chacun parce que dans notre cas, au sein du département, nous, on est là, on est dans la quatrième étape d'une équipe de travail. On a déjà passé les autres étapes. Et finalement, la cinquième étape, c'est l'extinction de l'équipe. Là, c'est sûr que moi, dans mon cas de mon équipe de travail, ça ne fonctionne pas comme ça, mais dans une équipe de gestion de projet, une fois que le projet est mené à bon terme, le groupe se disperse et retourne dans leur département respectif, tout simplement. Maintenant, il y a plein de facteurs dans le contexte, ils appellent ça là, des facteurs conjoncturels qui vont avoir une influence sur le développement de vos équipes. On n'a pas avoir vu les caractéristiques puis les étapes de développement. Il reste qu'il y a plein de choses qui vont être des facteurs qui vont améliorer ou déprécier votre équipe. On vous dit qu'une équipe de projet devrait compter 10 membres ou moins. En haut de ça, ça devient trop compliqué de gérer de la cohésion. C'est difficile. Donc, des études scientifiques ont démontré que 10 membres ou moins, c'est l'idéal. On dit que les employés doivent décider volontairement de joindre à l'équipe. Vous, en tant que gestionnaire, vous allez bien sûr avoir des personnes dans votre mire. Quand vous avez votre patron vous donne un mandat, vous devez amener un projet à terme, vous savez les compétences des gens dans votre équipe et vous allez aller chercher des gens que vous avez dans votre mire. Par contre, il ne faut pas les forcer à faire partie de votre projet. Encore une fois, ça dépend de la culture de l'entreprise. Il y a malheureusement des décideurs d'entreprise qui obligent les gens à faire partie d'un projet. Mais si on veut que nos équipes soient performantes, on va suggérer un projet à un employé et c'est lui qui va décider volontairement de se joindre à l'équipe. On dit aussi que l'équipe travaille au projet du début jusqu'à la fin. Il arrive parfois qu'on va faire appel à certains spécialistes ou des conseillers externes pour venir nous donner un coup de main à travers le projet, mais il a été démontré
que pour la cellule première là, de l'équipe de gestion de projet, il est beaucoup plus efficace d'avoir une équipe qui travaille tout au long du projet, du début jusqu'à la fin. Ça facilite la cohésion, la communication. Puis aussi, là, tantôt, quand je vous parlais de respect puis des rôles fonctionnels de chacun, bien, ça rentre là-dedans aussi. On dit que les membres de l'équipe sont affectés au projet à plein temps. C'est sûr que d'avoir des intérêts partagés, supposons que moi, je fais partie de 2 équipes de travail, puis ça m'est déjà arrivé au début de ma carrière, puis il y a certains profs qui le vivent encore. Ils travaillent à temps partiel au cégep, puis ils travaillent à temps partiel dans une autre équipe de travail, dans une entreprise privée, ce qui fait qu'on est malheureusement jamais dédié 100% à un seul projet. Forcément, même si de corps et d'esprit, quand je suis au cégep, je suis 100% au cégep, il reste que mon cerveau, ma matière grise, mes émotions, ma patience, mon énergie, tout ça, en bout de ligne, à la fin de la semaine, c'est séparé en 2 équipes. Donc, ce n'est pas l'idéal. La culture de l'entreprise doit favoriser la coopération et la confiance. Je vous en ai parlé beaucoup depuis le début de la séance. On a beau favoriser une équipe performante, si la culture de l'entreprise qui est imposée par les hauts dirigeants ne favorise pas ça, ça va être difficile là, à ce moment-là. Les membres de l'équipe n'ont de compte à rendre qu'aux gestionnaires de projet. Dans une situation de gestion de projet en entreprise, on évite d'avoir 12 supérieurs. Tantôt, je vous ai dit que votre équipe elle allait être constituée de plusieurs spécialistes qui proviennent de départements différents. Ce n'est pas l'idéal si votre spécialiste de comptabilité doit se rapporter et à vous comme chef de projet et à son patron dans son département de comptabilité et éventuellement au VP et éventuellement au DG. Ce qu'on fait quand on crée une nouvelle cellule de gestion de projet, c'est que les employés qui sont dédiés à ça doivent se rapporter au chef de projet et le chef de projet, lui, va s'occuper de faire un compte-rendu aux autres chefs d'équipe dans les autres départements ou au DG. Mais on évite que l'employé ait le sentiment d'avoir plusieurs patrons parce que ça met un stress inutile, des démarches inutiles. Et la meilleure personne pour juger du rendement du projet, bien, c'est clairement l'équipe de projet elle-même et le gestionnaire de projet. On revient encore à ce que je vous disais tantôt. Le projet, il comporte un objectif qui est clair et qui est stimulant pour tout le monde. Et finalement, les membres de l'équipe sont installés à portée de voix les uns des autres. Ce n'est pas l'idéal lorsqu'on crée une équipe de projet de garder les employés dans leur département respectifs physiquement. On est mieux de créer des bureaux temporaires où tout le monde se rejoint dans cet espace-là parce que ça facilite la communication, mais il y a tout un aspect intangible aussi à travers tout ça. Entendre votre collègue réagir avec d'autres collègues, entendre votre collègue au téléphone, voir ses façons de fonctionner, prendre un café avec à la pause. Toutes ces choses-là qui sont intangibles vont favoriser un sentiment de cohésion puis de sentiment d'appartenance dans votre équipe. Si on travaille toujours à distance, c'est plus difficile. Et la réalité de nos jours, plus particulièrement présentement, ce sont les équipes virtuelles. Donc, les équipes qui sont en charge d'un projet, mais qui, des fois, ne sont même pas dans le même pays, ni la même province, ni la même ville, et fonctionnent essentiellement par vidéoconférence ou par courriel. Et dans le cas des équipes virtuelles, ça a été prouvé aussi qu'un contact réel par jour est nécessaire, que ce soit par téléphone ou par vidéoconférence, et de ne pas fonctionner seulement par courriel, parce qu'on a besoin, encore une fois, de ce fameux contact humain-là. Ici, vous avez, dans le fond, les 4 éléments essentiels à une vision de projet qui est efficace dans votre équipe. Donc, ça prend une vision qui est stratégique, on en a beaucoup parlé, là, un objectif commun. Ça prend de la communication au sein de l'équipe. Ça prend de la passion pour ce qu'on fait. De là, il faut que l'employé soit là sur une base volontaire puis qu'il se sente stimulé par les objectifs du projet.
Et finalement, ben, ça prend de l'inspiration pour l'autre. C'est ça qui va faire que votre projet va avoir une équipe performante et efficace en bout de ligne. C'est assez incroyable parce qu'en ce moment, on n'est pas en train de parler des compétences de chacune des personnes. Tu sais, on n'est pas en train de parler de leurs compétences techniques. C'est un peu inclus dans l'inspiration pour autrui, dans le sens où si vous respectez votre collègue, si vous êtes inspiré par ce qu'il fait, habituellement, c'est parce que la personne est très compétente. C'est rare qu'on est inspiré par de l'incompétence pure. Et ces 4 éléments-là, ben, vont vous donner une vision commune pour poursuivre votre projet. Parce que quand ça va bien, un projet, il n'y en a pas de problème. C'est quand ça ne va pas bien, un projet, qu'on veut une équipe qui est performante, puis qui est efficace, puis qui se relève les manches. Pour terminer, ici, vous avez un tableau de l'intensité des conflits au cours du cycle de vie d'un projet. Et vous voyez, dans le fond, à quel moment, par rapport à quelle tâche, ça va être plus intense que d'autres. Si, par exemple, on regarde le niveau de l'intensité des conflits par rapport au calendrier, bien, on va avoir quand même un pas pire niveau de conflit au niveau de la définition. Mais à ce moment-là, notre calendrier précis n'est pas encore élaboré. C'est ici qu'on vient à la deuxième étape de planification, qu'on vient élaborer notre calendrier. Donc, voyez-vous, l'intensité des conflits va augmenter. Et elle va atteindre son apogée au moment de l'exécution du projet. Est-ce qu'on respecte les délais qu'on s'est donnés? On est en retard, ça ne marche pas. Donc là, ici, évidemment, ça va être plus intense et ça redescend lors de la clôture du projet. Si on regarde autre chose, supposons qu'on regarde pas les procédures, les coûts. Donc, les coûts en définition de projet, c'est quand même une bonne intensité de définition de projet parce que c'est là qu'on va savoir combien qui nous est octroyé comme enveloppe globale. Une fois que ça va être fait, bien, voyez-vous, pendant la planification, les coûts, on s'en occupe un peu moins, dans le sens où il n'y a rien de réel. On travaille avec des prévisions, donc ça amène moins de conflits. Pendant l'exécution, ben là, on a un petit peu plus de conflits, sûrement reliés, entre autres, là, au dépassement de coûts. Et finalement, à la clôture du projet, bien, si le stress des coûts s'est bien géré ici, bien, on devrait avoir moins d'intensité de conflit à la clôture du projet. Ce qui, en clôture de projet, amène le plus de conflits, c'est vraiment le calendrier. Et en deuxième lieu, on a les relations interpersonnelles et la main-d'œuvre. Je vous l'avais dit, l'humain, c'est ça qui est dur à gérer. Si on regarde en période d'exécution, bien, les exigences techniques, le calendrier, la main-d'œuvre et les ordres de priorité, c'est ça qui demande le plus de conflits. La planification, bien, encore là, on a l'ordre de priorité. C'est normal parce que l'ordre de priorité, c'est justement la période de planification d'un projet qu'elle est définie. Les procédures, la main-d'œuvre, les exigences techniques. Quand on regarde ça, là, vite comme ça, on comprend vite que les 3 priorités de la gestion de projet, qui sont le temps, la qualité et l'argent, c'est ça qui ressort le plus. Évidemment, autour de ça, avec les relations interpersonnelles qui viennent avec ça. Et au niveau de la planification, bien, ce qui nous demande le plus de conflits, c'est les procédures et l'ordre de priorité. Ça, c'est sûr que ça dépend de chacun des projets, là. Ici, c'est un tableau qui est général pour vous montrer un peu c'est quoi la nature des conflits, tout dépendant de où on est rendu dans le cycle de vie de notre projet. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance sur le chapitre 11. Si vous avez quelconque question par rapport à ça, bien, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Bye!